Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État inaugure la nouvelle ambassade de Djibouti au Kenya. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'OMM sonne l'alarme sur la qualité de l'air et appelle à l'action mondiale contre le réchauffement climatique. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le président de la République, son Excellence Ismaël Margelie, a regagné hier soir le pays à l'issue de sa participation à Nairobi, au Kenya, aux travaux du premier sommet africain 2023 sur le climat. La participation du président djiboutien, président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, à cet événement s'est principalement illustrée à travers une allocution qu'il fit à la tribune de cette réunion. Dans cette intervention, le président Guélé a surtout mis en lumière la vocation établie de l'économie bleue à servir de créneau viable de rémission aux dysfonctionnements économiques expérimentés de plus en plus dans le monde et l'Afrique au prolongement des conséquences du phénomène de réchauffement climatique. À Nairobi, le chef de l'État et président en exercice de l'IGAD a pris part également aux travaux d'une réunion en marge des cartes de l'IGAD sur le Soudan. Audience dévolue à la poursuite des efforts de l'IGAD en vue de retour de la paix et de la stabilité dans ce pays frère. Le président Guélé a, dans une allocution faite à la tribune de cette rencontre, décliné pour le Soudan les grandes lignes d'un plan de sortie de crise qui repose sur le principe d'une action de divers niveaux, dont l'instauration rapide de corridors humanitaires sécurisés dans ce pays où les parties protagonistes doivent, sous les auspices de l'IGAD, accepter un arrêt inconditionnel des hostilités prélude à la mise en place du gouvernement civil inclusif étendu à l'ensemble des sensibilités politiques de la société civile soudanaise. Le président Guélé mit par ailleurs au profit de son déplacement à Nairobi pour procéder à l'inauguration du nouveau locaux de l'ambassade de la République de Djibouti auprès de la République du Kenya. Eh bien, je vous le disais aussi, lors de ce déplacement à Nairobi pour participer au sommet sur le climat, le président Guélé a saisi cette occasion de son voyage à Nairobi pour célébrer l'inauguration des nouveaux locaux de l'ambassade de la République de Djibouti auprès de la République du Kenya. Cette importante réunion démontre l'engagement continu de la République de Djibouti envers son voisin, le Kenya, ainsi que la volonté du président de renforcer les liens diplomatiques et d'approfondir la coopération entre les deux pays. L'inauguration de ce nouveau locaux qui appartiennent désormais à Djibouti est un symbole de l'importance que la République de Djibouti accorde à ses relations avec le Kenya et démontre également la confiance mutuelle et la solidarité qui existent entre les deux nations. Ces locaux modernes offriront un environnement propice aux échanges diplomatiques, aux négociations commerciales et à la promotion de la culture et des valeurs de Djibouti au Kenya. Par ailleurs, cela démontre aussi son engagement envers une diplomatie active, son désir de renforcer la présence de Djibouti sur la scène internationale. L'inauguration de ce nouveau locaux de l'ambassade est un témoignage de sa vision de développement et de sa volonté de promouvoir les intérêts de son pays à l'échelle mondiale. Elle reflète l'engagement du président Guélé envers le renforcement des liens entre Djibouti et le Kenya, ainsi que sa détermination à promouvoir les intérêts de la République de Djibouti dans la région et au-delà, mais aussi symbolise également l'importance de la diplomatie dans les relations internationales et le rôle crucial des ambassades dans la promotion de la paix, de la coopération et du développement entre les nations.
Eh bien, à la fin du premier sommet africain sur le climat, la déclaration de Nairobi, adoptée par les participants, met l'accent sur le potentiel et l'ambition du continent d'être la solution mondiale du changement climatique. Pour ce faire, les dirigeants africains ont appelé à multiplier les flux actuels de financement via la mise en place d'une plateforme et réforme d'architecture financière mondiale, y compris la restructuration et l'allègement de la dette, dont le fardeau pèse sur les économies lourdement impactées par le réchauffement de la planète. Les participants au premier sommet africain sur le climat ont appelé à une réforme au système financier et à l'allègement de la dette. Un total de 23 milliards de dollars d'investissements internationaux a été promis durant les 3 jours de sommet, dont plus de 4,5 milliards venant des Émirats arabes unis pour les énergies propres en Afrique. Les participants prévoient de faire passer leur capacité de production énergétique renouvelable à 56 gigawatts, au moins 300 gigawatts d'ici 2030. Et pour rappel, ce sommet a été l'occasion cruciale pour renforcer la coopération régionale, internationale en matière de climat et pour mobiliser les ressources de faveur de l'action climatique en Afrique. Ce sommet aussi a offert une plateforme pour les dirigeants acteurs africains pour discuter les défis spécifiques auxquels l'Afrique est confrontée en matière de climat, tels que la sécheresse, les inondations, la sécurité alimentaire, la perte de biodiversité et d'autres impacts environnementaux. De plus, ce sommet africain pour le climat a permis aux pays africains de présenter leurs priorités en matière de climat et de plaider en faveur d'un soutien international accru pour mettre en œuvre des projets et des programmes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience des communautés face au changement climatique. Et bien, comme je vous le disais, dans l'épopée de la transition énergétique de Djibouti, un acteur central émerge. C'est l'électricité de Djibouti. Son rôle déterminant dans la réalisation du parc éolien de Goubet, un projet historique pour le pays, ne peut être sous-estimé. L'EDD a non seulement joué un rôle clé dans la mise en place des infrastructures électriques nécessaires, mais elle a également ouvert la voie à une vision nationale ambitieuse, axée sur les énergies renouvelables et le développement durable. Voici un magazine de la rédaction. Au cœur de la réalisation historique du parc éolien du Goubet se trouve un acteur essentiel, l'électricité de Djibouti. Non seulement cette entité a joué un rôle pivot dans la mise en place des infrastructures électriques nécessaires, mais elle a également catalysé la concrétisation de la vision nationale en matière d'énergie renouvelable et de développement durable. L'EDD a été le moteur de la construction d'un poste transformateur clé qui agit comme un pivot entre le parc éolien et le réseau électrique national. Ce poste joue un rôle central dans le processus de transport de l'énergie éolienne vers le réseau, garantissant ainsi une distribution fluide et efficace vers les consommateurs. Ce monument d'ingénierie électrique assure une transition harmonieuse de l'énergie propre produite par le parc éolien vers les foyers et les entreprises. Un accomplissement tout aussi remarquable est la mise en place de la ligne d'interconnexion électrique reliant le sud au nord du pays, étirée sur une distance impressionnante de plus de 75 km du Goubet à Djamanahas. Cette interconnexion électrique, véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, sert de centre de transfert pour toutes les sources de production de la zone, notamment l'énergie éolienne et la géothermie. De plus, elle permet d'interconnecter les régions du nord tout en alimentant la zone économique spéciale qu'est le Goubet. La ligne et le poste qui se trouvent donc, que nous avons investi et qui nous a coûté environ 60 millions de dollars, soit à peu près 11 milliards de francs Djibouti. Cette ligne et ces postes donc, sont destinés à récupérer l'énergie éolienne, l'énergie géothermique et toute autre forme d'énergie qui serait construite donc, dans cette zone. Et en deuxième phase, pour que demain, lorsque donc, il y aura suffisamment de consommateurs dans le nord, puisse donc finaliser l'interconnexion nationale du pays, chose que nous avons prévue en 1989 lors du premier plan national de réseau interconnecté. Grâce à cette interconnexion, l'énergie propre produite par le parc éolien sera acheminée vers les centres de consommation, répondant ainsi à la demande croissante en électricité du pays. Cependant, le rôle de l'EDD ne se limite pas à la mise en place des infrastructures.
l'EDD a également agi en tant qu'acheteur de l'énergie électrique éolienne produite par le parc du Goubet. Cette étape a été essentielle pour garantir la viabilité économique du projet, en offrant un débouché sûr pour l'énergie propre générée. L'EDD a ainsi joué un rôle crucial dans la transition du pays vers une source d'énergie plus propre et plus durable. En réunissant toutes ces composantes, l'EDD a agi comme un maître d'orchestre, coordonnant les différents éléments nécessaires à la réussite du parc éolien du Goubet. Son engagement dans la construction du poste transformateur, la mise en place de l'interconnexion électrique et l'achat de l'énergie produite a été une pierre angulaire dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui est de mettre à disposition une énergie verte, abondante, à portée de tous. Il n'y a pas uniquement, ce n'est pas uniquement d'ailleurs le dernier projet, on a d'autres projets aussi. Il y a donc la deuxième ligne d'interconnexion, il y a les postes Nagad, qui bientôt on va en parler, il y a donc la centrale de Damerjo, il y a tout un, on est en train d'investir jusqu'à, je crois que si je ne me trompe pas, jusqu'à entre 350 à 400 millions de dollars. Voilà. Et là, on est en train de, parce qu'on voit comment notre pays évolue. Si on ne met pas tout de suite les investissements nécessaires pour satisfaire la demande de demain, après, ce sera trop tard. Et c'est pour ça que donc on met autant d'investissements, que ce soit en ligne, que ce soit en poste, que ce soit donc en centrale thermique, même si là, dans une centrale d'Emergeo, qu'on a fait 50 MW, mais facilement augmenté à 100. Ainsi, à travers sa collaboration étroite avec les acteurs privés et publics, l'EDD a tracé une voie claire et lumineuse vers un avenir énergétique plus durable pour Djibouti. Aujourd'hui, sa contribution transcende les simples infrastructures pour forger un modèle de partenariat entre le secteur public et privé, propulsant le pays vers l'ère de l'énergie verte et l'indépendance énergétique. La réalisation de la conception et la supervision des équipes de l'EDD témoignent de son rôle inestimable dans la transformation énergétique de Djibouti. Et bien, suite à la réunion de grande envergure que le Premier ministre, M. Abdelrahman Mohamed, a tenue pour l'embellissement de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur, en mettant particulièrement l'accent sur l'implantation d'arbres sur les artères principales, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh, a fait un point de presse pour sensibiliser les acteurs concernés afin d'accélérer l'implantation d'arbres dans la ville de Djibouti et les régions de l'intérieur. Nous l'écoutons. Le jeudi, le Premier ministre en personne a réuni au niveau de la primature les préfets, les présidents des conseils régionaux pour leur annoncer qu'une opération de plantation d'arbres sera lancée et d'une manière continue jusqu'à atteindre 1 million d'arbres et même voire au-delà. Pourquoi? À cause du changement climatique qui affecte la planète, mais aussi notre pays. Il a dit qu'il faut que les préfets, les présidents des conseils régionaux, le maire puissent sensibiliser la population afin que la plantation d'arbres devienne un réflexe. Il faut que ça rentre dans leur ADN, que chaque semaine, il faut qu'il y ait une plantation d'arbres, un arbre qui soit planté à n'importe quel endroit, au niveau de la ville, au niveau des chefs-lieux, même au niveau de la campagne. La campagne, nous disposons d'une variété d'espèces d'acacia, ou par exemple au niveau du barrage, au niveau des espaces verts, au niveau des campagnes agricoles autour des forages, qu'on pourrait utiliser. Au niveau des plantations d'arbres, les arbres, l'intérêt des arbres, c'est de protéger l'être humain de l'ensoleillement qui est très élevé, très forte au niveau de Djibouti. Je voudrais dire, et encore une fois que le Premier ministre a lancé, il me revient de dire que le ministère de l'Agriculture dispose des plans adaptés au changement climatique en République de Djibouti pour fournir à domicile, ce qui n'est pas le cas
Avant, on avait fourni 600 000 plants de palmiers dattiers, mais ceux qui venaient chercher, c'était au niveau de l'école, de l'armée, du dispensaire de la santé. Mais nous allons fournir au niveau des endroits les plus éloignés, c'est-à-dire les préfets d'abord, les préfets d'Otadjoura, ils disposeront, au même titre que le préfet d'Arta et le maire de la ville de Djibouti, des plans. Ces plans seront associés, là où il y a des chèvres, des animaux errants, des cages de protection, pour protéger les plants lorsqu'il est jeune. Eh bien, alors que le changement climatique continue de faire rage, la figue de Barbarie a été qualifiée d'or vert. De plus, elle peut aider à lutter contre le changement climatique en absorbant du carbone. Voici un mag de la rédaction préparé par Ali Moussa. Djibouti n'est pas épargné par le changement climatique qui se manifeste par des sécheresses récurrentes sévères qui détruisent la biodiversité et déciment les bétails. Les nomades ne trouvent pas d'autre alternative que la voie de l'exode devant cette tragédie. Mais ce qui suscite espoir au milieu de ce problème climatique, c'est de voir sous l'impulsion d'EVA, la société civile djiboutienne déterminée à se battre aux côtés du gouvernement en s'alignant sur la vision 2035 du président de la République Ismaël Omar Guelleh, à trouver des solutions face à ces phénomènes climatiques qui risquent de s'aggraver dans l'avenir selon les prévisions scientifiques. Le premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi au Kenya illustre très bien l'urgence que l'Afrique doit jouer un rôle significatif dans les solutions au changement climatique et sortir de ce rôle de victime. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a participé à ce sommet africain sur le changement climatique à la tête d'une importante délégation comprenant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Djibouti a réussi à relever beaucoup de défis dans la lutte contre le changement climatique, en particulier dans le domaine de la transition vers des énergies renouvelables. Ce projet des énergies renouvelables s'inscrit dans la vision 2035 de faire de Djibouti le premier pays africain à utiliser 100% les énergies vertes d'ici 2035. Or, la société civile veut jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. C'est la raison pour laquelle la 11e édition du tournoi interrégional de l'amitié à Adeilou, organisé par EVA 15 au 19 août, ne se résumait pas aux événements sportifs et socioculturels, mais était aussi riche en activités associatives de sensibilisation, d'échange de bonnes pratiques sur la protection de l'environnement. Paris Association pour la promotion de l'agro-civilvo, pastoralisme et de la résilience inclusive nous a donc particulièrement attirés. En effet, l'association Paris, qui avait fait un choix judicieux de faire d'une pierre deux coups, d'organiser le lancement en immersion sur les sites du projet Figuier de Barbarie et profiter de l'événement d'envergure sportif et socioculturel afin de toucher des milliers de visiteurs et d'acteurs au développement de nos 5 régions, et ce, au-delà du bassin versant de Waema. Le lancement en immersion s'est déroulé en 3 phases. Une immersion vente des produits agricoles en collaboration avec les coopératives de Waema, de Fenaitou, Girouri, Adoula, Asselou, Asagela et Adeilou. Un atelier en salle avec projection sur les figuiers de Barbarie, suivi d'échanges, des visites de terrain ont été organisées sur les sites du projet de développement du figuier de Barbarie. Tout au long de ce lancement en immersion du projet sur le figuier de Barbarie, les vertus et les opportunités offertes par cette plante ont été apportées à la connaissance des participants. Dans le domaine environnemental, ce fruit peut également servir d'engrais fertilisant naturel dans les périmètres agricoles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, elle est riche en vitamine C et aussi riche en fibres et en eau. Dans le domaine de la cosmétique, elle présente des opportunités entrepreneuriales pour la fabrication de savons, shampoings, lotions hydratantes et même de l'huile. Enfin, dans le domaine de la santé, elle a comme rôle l'hypoglycémiant, c'est-à-dire contribuer à diminuer le diabète et aussi contribuer à diminuer le mauvais cholestérol. Rappelons que le projet d'introduction du figuier de Barbarie porté par l'association Paris est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti.
Mise en œuvre en République de Djibouti avec les partenaires tels que l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, et l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes. À l'issue du lancement du projet qui a eu lieu en immersion 3 phases successives sur le figuier de Barbarie, les participants ont bien saisi que cette plante, tout en rendant des services considérables à l'environnement, présente sans aucun doute des opportunités à exploiter à court, moyen et à long terme pour contribuer à la réduction de l'exode rural. S'avère une chance pour le développement de l'entrepreneuriat rural, création de filières génératrices de revenus et d'emplois, un atout incontestable pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre du programme de développement urbain intégré, une cérémonie de signature de convention pour le lancement des projets financés par l'Agence française de développement et exécutés par l'Agence djiboutienne de développement social en faveur des associations locales a eu lieu aujourd'hui au complexe Rahma dans la commune de Balbala. La cérémonie a été présidée par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hloufa Ismail Abdo, et a vu la participation de la directrice de l'AFD à Djibouti, Mme Hélène Vidon, du président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan, les parlementaires. L'objectif de ce projet est de soutenir les associations locales dans l'urbanisation de leur quartier pour améliorer les conditions de vie des concitoyens. Plus de 20 associations issues de plusieurs quartiers de la commune de Balbala vont bénéficier de 24 millions de francs djibout pour l'exécution de leur projet. La population locale de Balbala se félicite et ne pourra jamais vous l'exprimer si ce n'est pas leur condition de vie loin de rassembler à ce qui était auparavant. Et de plus, le BDID, ces projets, sans pour autant se baser sur les équipements, a su également impliquer et contribuer à l'appui des associations locales. Par la mise en place du fonds de financement communautaire FDC, appelé à être pérenné car il associe les associations locales à la gestion des investissements et des activités réalisées dans leur localité. Géré par un comité d'usagers, de représentants locaux, le comité de gestion. Il sert, entre autres, de subventionner les activités nécessaires pour aider à sortir les jeunes, les femmes et les localités ciblées à la précarité. L'AFD, à cette initiative, a appelé l'opportunité que représente le Fonds de développement communautaire qui s'adresse directement à la société civile dans ces cadres. Écoutons à présent la réaction de la directrice de l'Agence française de développement. Ce projet, c'est qu'au-delà des infrastructures, il associe justement, il a une dimension sociale qui est importante et c'est ce qui fait toute sa richesse et qui permettra, comme ça a été mentionné également, d'assurer sa pérennité. Je voudrais adresser des félicitations, alors non seulement aux associations qui sont là aujourd'hui pour signer leur convention, mais à celles, et dans certains cas ce sont les mêmes, qui ont bénéficié du premier fonds de développement, du premier appel à projet qui a été fait, qui avait été lancé en 2019, qui avait pris un peu de retard avec le Covid, mais qui avait été mis en œuvre. Et c'est parce que ce premier lot de projets a été mené avec succès par les associations qui ont bénéficié des financements qu'il a été possible de faire ce deuxième appel à projet, dont 20 associations vont bénéficier, et qu'il est envisagé avec les nouveaux financements qui ont été approuvés au mois de juin au niveau de l'Agence française de développement et avec l'appui de nos tutelles, donc le ministère français des Affaires étrangères notamment, représenté ici par Madame la Première conseillère, qui va permettre de faire un troisième appel à projet, on l'espère, dans les mois qui viennent. Donc, il nous paraît vraiment important et essentiel que les populations qui bénéficient du projet soient associées à sa mise en œuvre. Et c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et c'est bien ça qui va permettre au projet de fonctionner et, comme je le disais, d'être pérenne.
Voici les propos de la ministre lors de la signature. Qui vraiment donne un exemple parce que bientôt, Inch'Allah, ça serait l'inauguration de ce projet. C'est un projet qui est vraiment intégré, qui autant agit dans tout ce qui est voirie, mais également culturel, mais également sportif pour des terrains de jeu, tout ça pour l'épanouissement de la population résidente dans la commune de Balbala et dans les 2 plus grands quartiers principaux de cette commune. Et nous sommes vraiment très honorés des travaux et également de la qualité de ces travaux qui tiennent compte du climat. Nous sommes donc même impatients de l'inaugurer bientôt, Inch'Allah, avec vous. Merci beaucoup. C'est vraiment une occasion aussi pour réitérer nos remerciements. D'abord à la France, parce que l'AFD, c'est à travers les contribuables français, précisément à l'Agence française de développement et spécifiquement à Madame Vidon, justement, qui depuis son arrivée n'a ménagé aucun effort et qui se donne vraiment à fond pour que les projets qu'elle a promis ou qu'elle a initiés puissent aboutir. C'est vraiment une collaboration que je dirais et que je qualifierais d'excellente et je la remercie pour cela. Donc, en quoi consiste aujourd'hui la cérémonie? La cérémonie est aujourd'hui spécifique au Fonds de développement communautaire. C'est la composante de ces projets, PDU2 et PDU2 bis. Et elle concerne justement tout l'aspect communautaire autour de ces infrastructures qui sont créées. Parce qu'il ne suffit pas de créer des infrastructures, il suffit également à côté de créer des activités communautaires, de s'approprier, que les résidents ou les habitants de Balbala s'approprient à travers également des activités qui puissent être bénéfiques à la population. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée secrétaire Ibrahim, qui est une importante délégation des officiers de l'armée djiboutienne, s'est rendu à l'aéroport international de Djibouti pour accueillir la 2e et dernière de la compagnie commando parachutiste. Ancrée dans une dynamique de modernisation et de renouveau, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la nouvelle doctrine du CMGA, visionnaire et avant-gardiste, impulsée par le chef des armées, son Excellence Ismaël Merguele, président de la République. Elle reflète son engagement sans faille à hisser l'armée djiboutienne au sommet, faisant d'elle force redoutable, résiliente, adaptée aux défis contemporains. Rappelons que cette unité d'élite a pu bénéficier d'une formation de haut niveau au Royaume du Maroc, où elle a suivi un programme scindé en 2 phases, une phase commando et une phase pratique spécialement pour des sauts parachutistes. Grâce à cette formation, ces soldats d'exception ont les compétences indispensables pour mener à bien des opérations spéciales au sein de l'armée djiboutienne. Après cet accueil chaleureux, les membres de cette unité ont été transférés à l'académie de la police Idriss Farah Habane. tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi. Éducation cette fois-ci, où le lancement de l'atelier sur l'évaluation nationale des connaissances du préscolaire des élèves des écoles publiques et du privé de la République s'est tenu lundi dernier. Cet atelier s'inscrit dans le cadre plutôt du projet Play to Learn, jouer pour apprendre, financé par l'USAID et mis en œuvre par
Maud McDonald, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Ont participé à la cérémonie de lancement de l'atelier Mme Mouna Ismaël Abdou, inspectrice générale de l'enseignement général, le directeur de la formation des innovations pédagogiques du partenariat du CFF, le chef du projet Play to Learn, le chef des services d'évaluation, le spécialiste de l'évaluation et d'autres experts nationaux, ainsi que l'inspectrice du préscolaire et enfin tous les conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire. Cette formation dispensée par le chef des services de l'évaluation du BENFOP et l'inspectrice du préscolaire avec l'appui spécialisé du projet et programme du 4 au 7 septembre est visée à former les enquêteurs du préscolaire et du primaire sur les outils de l'évaluation qui permettront d'administrer des échantillons représentatifs. Selon le directeur du projet, les résultats des enquêtes menées permettront à l'issue de cette évaluation de reconnaître le niveau des élèves de première année afin de mener des études comparatives et mesurer ainsi la qualité de l'éducation du préscolaire. Après la phase de la collecte de données réalisée par tous les conseillers pédagogiques du primaire dans la période du 10 à 14 septembre, l'étape suivante consistera à apporter des ajustements nécessaires au curricula, à la formation et à l'encadrement. Plus généralement, le renforcement du préscolaire passe par le développement d'une offre d'enseignement de qualité équitable dans le secteur afin de redresser la qualité des enseignants apprentissage dans la primaire. Cette volonté s'inscrit dans la droite ligne des priorités dressées par le ministère de l'Éducation nationale dans sa lettre de rentrée scolaire 2023-2024 adressée par le ministre M. Moustapha Mohamed Mahmoud aux acteurs du système éducatif pour répondre à un des objectifs clés du schéma directeur de l'éducation et de la formation 2021-2035. Et dans l'actualité internationale, je vous lis dans le titre, l'Organisation météorologique mondiale pointe les vagues de chaleur et la fumée des incendies de forêt. Quel impact du réchauffement climatique sur la qualité de l'air alors que la planète subit des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et de plus en plus extrêmes? L'Organisation météorologique mondiale lance l'alerte. Dans son dernier rapport, l'Agence des Nations Unies indique notamment que les hautes températures qui ont frappé l'Europe cet été ont entraîné des pollutions à l'ozone. L'Organisation mondiale météorologique pointe également les conséquences pour la santé de l'homme et pour l'écosystème de la fumée des incendies de forêt qui se sont multipliés ces dernières semaines en Grèce, en Espagne, au Portugal ou encore au Canada. L'Organisation météorologique mondiale appelle à lutter contre le réchauffement climatique et contre la pollution de l'air de manière commune et incite les grandes villes à se végétaliser. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés et bon week-end à vous. Le ministère de l'Éducation